Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence VK. Vous nous retrouvez chaque semaine désormais depuis le début de cette grande crise sanitaire pour décortiquer celle-ci, réfléchir aux problématiques concrètes qu'elle fait émerger, vous informer, vous accompagner au mieux et déjà en tirer les premiers enseignements qui seront sans aucun doute de toute première utilité dans la préparation de l'après. Et vous êtes encore une fois particulièrement nombreux aujourd'hui, puisque nous sommes à peu près 800 à être ensemble aujourd'hui, et donc nous vous remercions pour votre fidélité à ces rendez-vous. Cette webconférence s'inscrit dans notre campagne solidaire du service public, avec le soutien de nos partenaires, que nous remercions vivement pour s'être joints à nous pour offrir le maximum d'informations et de ressources utiles au secteur public en cette période inédite et éprouvante. La CASDEN, la banque coopérative de toute la fonction publique, la MNT, la mutuelle nationale territoriale, première mutuelle des agents publics, et enfin la SMACL, leader de l'assurance des collectivités territoriales. Vous retrouvez également sur vk.fr et nos réseaux, dans cette campagne spéciale solidaire du service public, une grande série d'entretiens des acteurs publics face à la crise menée par Hugues Périnel. Nous donnons dans ces entretiens la parole à ceux qui font face à cette configuration exceptionnelle dans les collectivités, les établissements publics. Mais aussi sur vk.fr toujours. Nous mettons à disposition nos ressources documentaires dans un service spécial en accès libre. Nous décryptons les aspects de ressources humaines, de marché public, de finances locales, d'aménagement des territoires, des problématiques spécifiques à l'hospitalier également. Il vous suffit de vous créer un compte sur vk.fr et vous pouvez accéder à ces contenus tout à fait librement. Au cours de cette webconférence, dès maintenant, vous pouvez poser vos questions via la fenêtre questions que vous avez à droite de votre écran. Posez d'ores et déjà vos questions, nous tenterons d'y répondre tout au long de l'heure que nous allons passer ensemble. Nous vous informons par ailleurs que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne. Vous pourrez donc visionner à nouveau l'événement dans les jours à venir. Enfin, sachez que le support de présentation vous sera envoyé après l'événement et le replay est mis en ligne, donc dans les jours à venir, dès demain vraisemblablement. Alors, nous avions la semaine dernière abordé avec Région de France la question brûlante de l'aide aux entreprises. Nous avions auparavant, en début de mois, parlé des questions de management déjà à distance avec la région Grand Est à propos de leur guide. Et notre conférence d'aujourd'hui est consacrée à l'une des grandes particularités de cette crise et une difficulté à surmonter, la durée de celle-ci. La crise sanitaire, si elle semble marquer légèrement le pas avec le fameux pic espéré, semble enfin atteint et dépassé, tout ça au conditionnel bien évidemment, ça reste une urgente actualité. Depuis lundi dernier, 13 avril, et le discours du chef de l'État, nous savons, sans aucune surprise véritable d'ailleurs, que le confinement reste en vigueur jusqu'au 11 mai. Et ensuite, il nous paraît difficile d'imaginer que le 12 mai au matin soit le jour d'après du retour à la normale. Non, les répliques de la secousse initiale se feront sentir encore longtemps. Alors dans l'immédiat et l'avenir immédiat, comment faire face à la crise dans sa durée? Quelle organisation du travail, mais aussi quels accompagnements des agents à mettre en place? Quelle coordination et répartition des rôles? Comment permettre aux managers d'animer leurs équipes et de garder contact? Beaucoup de questions se posent et nous allons tenter d'y répondre. Pour nous éclairer sur ces grands sujets que je viens d'évoquer, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux intervenants aujourd'hui que je remercie d'ores et déjà pour leur présence parmi nous. Tout d'abord, Madame Aude Fournier, vous êtes vice-présidente de l'association des DRH des grandes collectivités, association qui rassemble les DRH des grandes villes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale souhaitant échanger autour de leur expertise et de leur métier. Vous êtes directrice générale adjointe au Conseil départemental du Nord. Vous avez en charge la direction de la modernisation et de l'évaluation, les ressources humaines et la DSI. Vous étiez auparavant notamment à la région Grand Est en tant que directrice adjointe du Conseil économique et social. Monsieur Michel Felquet, vous êtes commissaire général et directeur de la police municipale à la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection à la ville de Paris. Vous êtes détaché à la mairie de Paris pour créer la police municipale parisienne. Vous avez été commissaire de police et chef de la brigade des réseaux ferrés parisiens. Vous avez ensuite créé le service national de police ferroviaire dans les trains.
Vous avez également évolué en tant qu'attaché de sécurité intérieure en ambassade dans les Balkans et en Allemagne. Vous êtes par ailleurs membre de l'ANCTS en tant que vice-président de l'association, association qui regroupe les cadres territoriaux de la sécurité. Alors, Michel Felquet, je me tourne tout d'abord vers vous, car Oui. votre regard de professionnel de la sécurité et par là même de la gestion de crise, véritablement, est primordial pour aborder notre sujet du jour et appréhender les caractéristiques, hein, je le rappelle, du sujet, de la durée véritablement de cette crise. Voilà, bonjour à toutes et à tous. D'abord, effectivement, la direction que j'ai l'honneur de présider est une direction sur l'espace public, ce qui fait que en cette période de crise, nous continuons à travailler sur l'espace public. Et contrairement à d'autres directions de ville, hein, nous, mais ça sera abordé un peu plus loin, nous avons peu d'agents en télétravail et beaucoup d'agents sur l'espace public. Alors en deux mots, les missions de ma direction, euh, d'habitude, elle compte 3400 agents au travail. Nous transformons actuellement en future police municipale et donc nous avons prévu encore de recruter puisque Paris est grand, hein, et compte les 20 arrondissements. Et en cette période de confinement, nous avons donc établi un plan de continuité d'activité qui compte 430 agents qui sont sur le terrain. Alors, très rapidement, les missions de ces agents, nous continuons à avoir une présence de tranquillité publique sur l'espace, c'est-à-dire que nous, tous les espaces verts étant fermés, nous évinçons beaucoup les personnes qui s'y trouvent, en les verbalisant du reste. Nous avons une mission de pédagogie sur les mesures de confinement, sur la gestion des queues devant les commerces. Les marchés, eux, sont interdits maintenant, marchés couverts ou marchés découverts. Mais cette mission de pédagogie, quand elle ne fonctionne pas, nous avons donc la possibilité de verbaliser avec une contravention de quatrième classe sur le non-respect des règles de confinement, ce que nous faisons et en masse, parce que par exemple la semaine dernière, nous avons fait 30 000 contrôles et 983 PV ont été établis sur Paris par mes agents. Deuxième mission, rapidement, une mission d'assistance aux personnes à la rue. Ces personnes-là sont très visibles en cette période de confinement, d'où beaucoup de signalements et puis des maraudes associatives qui travaillent et qui organisent aussi des distributions alimentaires, puisque les locaux sont fermés ou les locaux sociaux, restaurants sociaux sont fermés. Du coup, des distributions à la rue avec une sécurisation de la part de mes agents. Enfin, on continue à sécuriser les bâtiments municipaux ouverts et je pense aux mairies d'arrondissement qui accueillent notamment par les services d'état civil les personnes. Et puis, j'ai un service de gestion de crise, évidemment, qui fait des points en lien avec le PC de la zone de défense tous les jours sur le nombre de personnes en réanimation sur Paris et l'Île-de-France et le nombre de décès. Voilà. Alors voilà, ça, ce sont les missions. Comment nous nous sommes organisés en cette période de crise. Alors, je parlais d'un plan de continuité d'activité qui nous a forcé à nous organiser et donc à cibler les missions essentielles. Les missions essentielles, je les ai citées, et on continue la tranquillité publique et on verbalise sur le terrain la mission des personnes à la rue et la garde des bâtiments municipaux. Mais ce plan de continuité d'activité au 16 mars dernier a dû être revu à la hausse à partir de la semaine du 20 mars parce qu'on s'est rendu compte que pour faire respecter le confinement, il fallait accroître le nombre de véhicules en vacation de matin, après-midi, soirée et nuit. Donc on a doublé le nombre de véhicules. Au lieu d'un véhicule, on en a mis deux. Idem pour une unité d'appui, ce qui fait que on a augmenté notre plan de continuité d'activité et que actuellement nous avons approximativement 400 agents qui sont sur le terrain et qui font ce travail que je citais. Euh,
Parmi ces agents, on avait des agents qui faisaient de la circulation routière, du stationnement gênant, tout ça s'est arrêté, mais on fait quand même du stationnement très gênant, par exemple, qui continue. Voilà. Alors, sur ce plan de continuité d'activité qui est en cours, on est déjà en train de travailler à un plan, un PRA au lieu du PSCA. Le PRA, plan de reprise d'activité. On doit rendre chacune des directions de la ville notre copie lundi prochain. Et en mode dégradé, en mode progressif, on doit reprendre de l'activité, voir quels sont les chantiers, les travaux qui peuvent être reportés. Mais surtout, quand on a des gens dans des bureaux qui étaient à quatre dans un bureau de quelques mètres carrés, voir si ces personnes-là vont pas pouvoir continuer en télétravail pour faire un turnover, faire en sorte que voilà, il y ait pour un certain temps, en tout cas, les mesures barrières qui soient bien respectées. Et ça, c'est important. Et Je dois dire ce que PRA, cher Michel, oui, il est d'ores et déjà comment dire, en organisation. Il est prévu sa mise en œuvre pour le 11 mai, justement. oui, on C'est ça, vise hein? le 11 mai. Alors, on attend d'autres éléments, sans doute venant du gouvernement, sur, par exemple, on a appris que les restaurants, les cafés ne seront pas ouverts tout de suite, mais que les écoles, oui. Euh, Là, actuellement, il y a un débat sur Paris pour savoir si euh, certains boulevards pourraient être interdits à la circulation pour laisser passer plus de vélos, pour éviter que les personnes empruntent les transports en commun. Là aussi, les transports en commun qui peut-être nécessiteront de rendre obligatoire les masques. Euh, Tout ça, on est en attente. Alors, on essaie au sein de ce PRA d'écrire différents scénarios pour pouvoir s'adapter. Sur Voilà. cette problématique des masques, effectivement, vous avez prévu la collectivité, ou en tout cas vos équipes de police municipale doivent être fournies en masques? Oui, elles le sont déjà, sinon Elles le les sont agents déjà. n'auraient pas souhaité travailler sur le terrain. On distribue 3 masques par vacation actuellement et ils y tiennent beaucoup. On a du gel et on a distribué également des dosettes de javel à mélanger avec de l'eau pour nettoyer les portières des voitures, les volants, bref, tout ce matériel. Et évidemment, quand on a un cas avéré de Covid, il y a un nettoyage approfondi des locaux. Tout ça crée beaucoup d'émoi au sein des agents qu'il faut rassurer. J'en parlerai un peu plus loin via également les organisations syndicales. Alors au niveau du commandement, on fait une alternance. Moi j'ai une adjointe qui vient un jour sur deux. Je viens un jour sur deux au travail également et je continue en télétravail ensuite. Voilà. Alors, je prends mes instructions également d'une hiérarchie au-dessus de moi, le secrétaire général, qui tous les 2 jours organise une audioconférence avec tous les directeurs de la ville pour faire passer les messages. La maire adjointe chargée de la sécurité, également, je l'ai une fois par semaine au téléphone. On peut avoir des réunions audio thématiques également pour préparer justement ce déconfinement. Et ce qui est très important, c'est pour les équipes qui sont, parce que j'ai des unités déconcentrées par arrondissement. Là, on a d'abord au niveau de la direction, j'ai des sous-directeurs que je réunis en audio tous les lundis matins. On y passe la matinée et après, chacun s'échappe. On a également, avec ces chefs d'unité opérationnelle, une réunion plénière, disons, tous les 15 jours. Et puis, avec les syndicats, on s'est aperçu que devant la crainte des agents de travailler et en lien avec les organisations syndicales, je réunis toutes les semaines, le vendredi, les membres du CHSCT pour que toutes les questions puissent être posées, des questions vraiment sur la protection des agents, sur le nombre de personnes qui sont touchées par la maladie ou qui sont confinées chez elles. Il faut dire qu'on regrette une personne décédée au sein de ma direction et que, évidemment, quand ça se passe dans une direction, il y a un gros émoi.
J'ai aussi la possibilité et je le fais, disons, quand c'est nécessaire, tous les 3, 4 jours, j'envoie à chacun des agents une feuille par mail qu'on appelle DPSP tous. Chacun des agents reçoit sur sa boîte mail personnelle un mot où là, je les informe de l'avis de la direction, du nombre de malades aussi, et de l'état de santé, par exemple, de personnes qui sont hospitalisées en réanimation. On suit tout ça et les membres du CHSCT y tiennent aussi beaucoup. Voilà. Et alors, comme on continue à faire des opérations de terrain, des opérations où on mêle assez, on a jusqu'à 4 ou 5 équipages d'agents. On pousse aussi à ce que les briefings soient faits sur le terrain et non pas dans des lieux fermés et confinés. Et alors que je me refuse à aller les voir dans leurs locaux pour des raisons évidentes d'éviter la propagation du virus, je m'autorise à les voir sur le terrain avec les gestes barrières. Mais je pense il est très bon qu'ils ressentent la hiérarchie comme présente dans cette période qui est une période très difficile. Voilà de mon côté, j'ai terminé les différents points que je voulais aborder et je laisse la place aux questions. Alors, est-ce que, pour revenir au cœur de notre sujet qui est la durée de cette crise, je veux dire, les dispositifs de sécurité sont au cœur du dispositif de sécurité de gestion de la crise, de par leur présence sur le terrain, au travers des différentes missions que vous avez détaillées. Est-ce que, au bout d'un mois de cette crise, l'annonce d'un mois supplémentaire d'action, sentez-vous une lassitude particulière de ces équipes et au sens large de l'ensemble quelle est votre vision sur l'ensemble des agents des services que vous pouvez aussi côtoyer? Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a différents cas. Il y a les personnes qui sont malades et donc qui sont en, indisponibles. Il y a les personnes qui sont en garde d'enfants et qui fournissent donc un certificat tous les 15 jours justifiant sur l'honneur qu'elles doivent rester chez elles pour garder leur enfant. Ils n'ont pas d'autres moyens. Et puis, il y a les personnes donc qui sont disponibles pour aller travailler. Dans ce cas-là, on fait un tour. Et ces personnes-là que j'ai vues sur le terrain, je dois dire, sont assez. Enfin bon, il y a tous les cas, hein. Il y a celles qui sont présentes sur le terrain qui sont donc bien masquées et qui vraiment sont sur le terrain, mais il y a une certaine crainte, hein, une certaine peur. Quand on fait ces contrôles à jusqu'à 30 000 par semaine, on s'approche des gens hein, et on demande l'attestation. On évite de la prendre dans les mains du reste et on la regarde de loin et s'il faut verbaliser, on demande la carte d'identité aussi et de loin aussi on prend les éléments. Tout ça, il y a une certaine crainte, hein, on prend des risques. Mais il y a aussi les agents qui sont très contents de sortir de leur confinement tous les 3 jours ou 4 jours et qui sont contents d'être sur le terrain et qui ont, et je dois dire vraiment, une haute idée de leur fonction qui est d'être au service des Parisiens et se sentant presque comme une mission. Ils sont là et s'ils n'étaient pas là, c'est ce que je leur dis, il n'y aurait pas grand monde, mis à part la police ou les éboueurs qui font leur travail quotidien. Et ça, il y a une certaine fierté. Et moi, en tant que hiérarchie, avec mes sous-directeurs ou mon adjointe, je leur dis, je suis très fier aussi qu'ils soient là, qu'ils se dévouent à être là. Voilà. Alors évidemment, il y a eu l'avant. Vous avez aussi su, en tout cas, la mairie de Paris a décidé aussi de donner une prime à ces agents qui se déplacent, qui sont sur le terrain. Et voilà, ils en sont contents, mais j'ai bien senti que c'était pas la prime qui faisait qu'ils étaient sur le terrain, c'était vraiment le sens du service public et la mission d'intérêt général. Nous avons beaucoup de questions aussi sur le PRA qui intéresse beaucoup de monde, qui est effectivement quelque chose, on l'imagine, qui est recherché par bon nombre de collectivités et bon nombre de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques éléments de méthodologie à nous indiquer et de lignes de fonctionnement en anticipant la reprise? Oui, on nous a transmis, le secrétaire général nous a transmis à chaque directeur
des tableaux qu'on doit remplir, où il est indiqué par exemple quels combien de masques, combien de gel il nous faudra quand tous les agents seront présents. Est-ce que, comme je le disais, tous les agents doivent être présents au déconfinement ou est-ce qu'on peut en maintenir certains en télétravail? Quels sont les travaux qui sont reportés? Mais aussi, quelles sont les missions essentielles qui vont tomber? Alors, j'en discutais ce matin avec ma collègue, mon adjointe. Vous voyez, il y a plein de questions qui se posent parce que la maire de Paris a parlé d'un certificat d'immunité, puisque des tests vont être organisés pour les personnes qui ont contracté ou non le virus. Certaines auront un certificat qui, donc, est-ce que les personnes devront avoir ce certificat sur elles? Est-ce qu'il y aura des sanctions si elles ne l'ont pas? Comment gérer ce genre de choses? Comment gérer aussi les masques qui visiblement seront obligatoires, en tout cas à Paris? Euh, voilà, on a ce style de critères. Quoi d'autre? Alors évidemment, des services comme l'action scolaire, le service scolaire, eux, ils ont d'autres problématiques que nous sur les lieux recevant du public, les classes qui vont devoir être désinfectées avant le retour à la normale. Nous aussi, on nous pose la question, combien de locaux? Alors on estime que par exemple dans les espaces verts, les locaux des agents des espaces verts qui gardent les gardiens de square, on va les faire nettoyer particulièrement et tous les bureaux qui n'étaient pas occupés pendant cette période. On va les faire nettoyer. Voilà. Et puis à la salle de commandement, puisqu'on a une salle de commandement qui dirige les agents aussi, euh, voilà, on va revenir à plein. Là aussi, certains postes de travail vont devoir être nettoyés. Voilà. Dans ce PRA, c'est ce style d'éléments qui doivent figurer. Nous y reviendrons certainement aussi avec vous, Aude, hein, sur le PRA ou peut-être l'évolution du PCA. Nous allons y revenir dans très peu de temps. Michel Felquet, encore une fois, une question peut-être un peu plus macro et un peu plus de réflexion stratégique. Au regard de votre expérience et au regard de cette crise, pensez-vous que la gestion de crise, en tout cas celle-ci, doit être centralisée? Alors on sait que le pilotage, il est au plus haut niveau, il est assez vertical, national et avec des directives données aux différentes collectivités qui ont une marge de manœuvre, mais on l'a vu, une marge de manœuvre relativement réduite, puisque sanctionnée à plusieurs égards, notamment sur des arrêtés qui allaient peut-être au-delà des directives gouvernementales. Euh, Pensez-vous que ce genre de gestion de crise doit être centralisé ou plutôt décentralisé avec une action plus décentralisée des collectivités locales et dans quel domaine? Moi, je crois que c'est bien que ça soit centralisé parce que il ne s'agit pas que Paris soit mieux protégé qu'une autre ville de province et on a voilà une certaine égalité à avoir entre les villes. Néanmoins, Paris n'est pas une petite ville de province non plus. Donc, les préfets, comme vous l'avez dit, peuvent, et ce sont les préfets, peuvent, en lien avec le maire, prendre des mesures qui sont plus restrictives. Moi, ici, je pense à l'interdiction de jogging entre 10 heures et 19 heures sur Paris, avec voilà, le respect qui est de mes agents. Mes agents peuvent verbaliser. C'est un nouveau cas du coup de verbalisation pour mes agents. Moi, je pense que dans cette crise, qui est une crise nationale, évidemment européenne et internationale, c'est bien que les choses soient bien centralisées. C'est mon sentiment. Il faut pas, voilà, il faut pas qu'on soit. Vous voyez, au moment du premier tour des élections, il était prévu que devant chaque bureau de vote, il y ait du gel, par exemple, etc. Mais il a bien été fait attention aussi à ce qu'on n'en fasse pas plus non plus, pour que les Parisiens soient pas mieux protégés peut-être que d'autres personnes, d'autres villes. Et, euh, et voilà, c'est bien qu'on prenne les instructions quand même du gouvernement. Enfin, je dirais,
Avez-vous, pour revenir encore une fois à la durée toute particulière de cette crise, et là je vous poserai également la question à vous, cher Aude Fournier, avez-vous déjà eu à gérer une crise aussi longue? Et vous avez parlé du comportement et du sentiment tout particulier rencontré auprès de vos agents. Et avez-vous senti également une évolution non seulement des agents, mais de l'ensemble des citoyens? Évidemment, au tout début, c'est une sidération de la part des citoyens, une sidération de la part des agents. C'est comme si on recevait sur la tête vraiment un grand coup, et il faut s'organiser. Et là, il y a une urgence très forte. Et, euh, et au départ, c'est difficile de faire respecter les choses, et petit à petit, c'est un peu plus facile après des rappels. Maintenant, avec le beau temps qui arrive, par exemple, il y a, c'est quelquefois certains horaires difficiles de faire respecter le confinement, par exemple. Voilà, voilà ce que je peux dire. Hein, il y a des évolutions effectivement dans les phases. Est-ce que, chère Aude, vous partagez quel est votre sentiment sur votre regard sur le changement de perception et de comportement de vos agents et plus largement des agents que vous pouvez, les échos que vous pouvez rencontrer, notamment via l'association? Alors bonjour à tous. Moi, je n'ai pas eu à vivre une crise aussi intense de toute ma vie. Je pense qu'il y a peu de gens d'ailleurs qui ont vécu une crise aussi polymorphe et aussi longue. Donc il est vrai que je rejoins ce que dit Michel. Il y a d'abord eu un énorme choc puisqu'on a été précipité là-dedans dans une relative impréparation générale. Je pense encore plus les collectivités qui ne sont pas nécessairement dans la puissance publique comme la mairie par exemple. Et donc, il est vrai que les agents ont finalement accepté ça aussi en tant que citoyens d'abord, puis en tant qu'agents publics, et en fonction de leur situation, de leur mission, de leur fonction, de finalement ce qui était attendu d'eux dans le cadre du PCA. Un PCA, j'y reviendrai peut-être, mais qui a été fait forcément ou mis à jour de façon très rapide et très contrainte. Les réactions ont été assez diverses. Mais globalement, je vois que les choses évoluent aussi très vite. Je pense aussi à l'aune de tout ce qui se passe dans notre environnement direct et un peu de l'infobésité ambiante et de l'incertitude aussi qui est très caractéristique de cette pandémie mondiale, parce que finalement, quand on a lancé le PCA, on parlait de PCA épidémie, et en quelques jours, on s'est rendu compte que en réalité, c'est une pandémie et que ça allait être beaucoup plus complexe et long que ce qu'on avait imaginé. Donc je dirais qu'on avance en marchant, mais globalement, comme toujours, les agents publics ont été extrêmement courageux et volontaires pour assurer leur mission auprès du public quand c'était nécessaire. Je pense notamment à nos travailleurs sociaux ou à nos équipes de PMI, à nos agents de la voirie qui, eux, sont encore sur le terrain, même s'il y a des roulements, hein, bien évidemment aussi, parce que c'est très intense, parce que comme le disait Michel, il y a une angoisse aussi de cette contamination. Nous, on a dû fermer des unités territoriales sociales parce qu'il y avait des cas de Covid déclarés. Donc, principe de précaution, on a anticipé et on a fermé un certain nombre. Aujourd'hui, elles ont réouvertes, mais les équipes tiennent bon. Il y a une grosse partie des équipes départementales qui sont aussi en télétravail, dans le cadre du PCA ou hors du PCA. Donc évidemment, c'est très différent. Mais pour en avoir échangé, notamment avec mes équipes de la DSI et de la DRH qui sont mobilisées sur le PCA et de la direction de la modernisation dont vous parliez tout à l'heure, il y a eu quand même un espèce d'effet tunnel, certes un cyber-tunnel, mais on a quand même passé des journées en cellule de crise opérationnelle à avoir des remontées et à devoir arbitrer de la façon la plus efficace et la plus juste possible pour mettre en place le travail à distance, générer effectivement des listes d'agents, les mobiliser, communiquer, rencontrer les organisations syndicales. Tout ça, c'était vraiment un flux tendu pendant les 3 premières semaines. Et donc là, on a une forme un peu quand même, je dirais, peut-être de creux de la vague, mais on sait que voilà, là, on est au milieu du gué, on a fait un mois et on va devoir continuer encore à minima un mois jusqu'à ce fameux 11 mai. Donc moi, j'ai
j'ai aussi consulté un petit peu mes collègues et globalement, c'est vrai on est aujourd'hui quand même un peu plus serein par rapport au premier jour, mais il y a aussi une forme d'inquiétude par rapport à ce déconfinement progressif qui forcément est encore plein d'inconnus. Voilà, donc je vois que vous avez mis le démarrage de ma présentation, mon cher Julien, donc j'embraye. Allez-y, allez-y. Voilà, C'est vrai que c'était donc c'est j'embraye. intéressant que vous aviez bien intitulé votre présentation qui va intéresser tous les managers qui nous écoutent. C'est-à-dire, cette durée, c'est du sprint au marathon et l'intérêt est de tenir dans la durée. Qu'est-ce que cela implique? Et effectivement, nous revenons sur les éléments de PCA qui sont particulièrement intéressants. Alors, tout à fait. Donc, moi, je ne suis pas, vous l'aurez compris, hein, une spécialiste de la gestion de crise, contrairement à Michel. Donc, c'est vraiment le retour d'expérience de ce que j'ai vécu là sur un mois au département du Nord et l'échange, comme vous le disiez, Julien, avec les collègues des RH et des GA au travers de l'association. Donc, assez rapidement, hein, je dirais même, j'ai essayé de schématiser ça de façon assez simple pour expliquer un peu la mécanique, la démarche qui a été la mienne et la nôtre. Très rapidement, on s'est rendu compte que ce plan de continuité d'activité, si c'était un outil qui était nécessaire, je rappelle qu'il n'est pas obligatoire d'ailleurs pour les collectivités, il est simplement recommandé, il était nécessaire mais nullement suffisant. Et donc, bien évidemment, en quelques jours, hein, là, du coup, très personnellement, en tant que DGA regroupant la RH, la SI, la modernisation, le directeur général des services m'a demandé de piloter la mise en œuvre du PCA et on partait quasiment de rien. Donc, on a dû mobiliser l'ensemble des DGA et des directions opérationnelles pour préciser les missions prioritaires, les missions vraiment, on va dire, vitales. Les missions vitales. Celles qui, pour résumer, vraiment allaient engager potentiellement, si on ne les faisait pas, la responsabilité de la collectivité. Donc responsabilité pénale, juridique, financière, etc. Mais ça, finalement, ça nous permet de tenir 15 jours, grosso modo. Voilà. Et donc, au bout de 15 jours, très rapidement, d'autres fonctions se sont invitées dans le débat. Soit parce que les agents eux-mêmes étaient en demande de reprendre de l'activité, hein, parce qu'il y avait une forme d'inconnu par rapport à ce délai de confinement très subi. Soit parce que on a aussi eu des injonctions gouvernementales relayées par le préfet de contribuer à quand même à pas complètement mettre en stand-by notre économie et notre société. Donc on est passé de ces fonctions critiques vitales très rapidement à un élargissement, je dirais, vers des fonctions prioritaires qui sont évidemment très liées aux compétences clés de la collectivité. Donc elles ne sont pas les mêmes chez Michel et au département, bien évidemment. Et très très vite là aussi, donc finalement à chaque cellule de crise, je dirais, on remettait l'ouvrage sur le métier, donc c'est ça qui est très très sport finalement, pour reprendre l'image du sprint et du marathon. L'idée aussi de participer donc à la relance économique, ça veut dire facturer les entreprises, ça veut dire effectivement relancer les marchés publics, les marchés de travaux, tout en veillant à la sécurité de nos agents, hein, comme le disait Michel, en équipant en masque, en gel, etc., dans un contexte où on a un approvisionnement qui est très très aléatoire. Donc là, on commence à avoir de l'oxygène là-dessus, mais les premiers jours, on comptait limite les masques et les gels hydroalcooliques sur les doigts de la main, hein, dans beaucoup de collectivités. Donc tout ça a généré quand même une ambiance en très, très flux tendu. Et donc j'ai appelé pour tenir un mois, on voit réapparaître la nécessité de mener des fonctions aussi qu'on peut dire sociales, donc à la fois sociales au sens de la société et la relance économique, mais aussi sociale dans le sens de ne pas créer une administration à double ou à triple ou à quadruple vitesse, où finalement, en fonction des différents statuts des agents, mais on en reparlera plus tard si on a le temps, c'est vraiment, l'idée c'était tout le monde doit être prêt à reprendre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de cassure psychologique avec finalement on va dire les in et les out. Et donc ça, c'est extrêmement important en termes de management de le conscientiser, malgré cet effet tunnel qui nous aspire finalement vers les choses qui sont ultra prioritaires. Et moi, je l'avais assez fortement martelé dès le départ auprès de mes collègues. Le PCA, pour moi, c'est pas un acte juridique ou technique. C'est avant tout un acte managérial. Et elle concerne l'ensemble de la chaîne de management, que ce soit de la cellule de crise décisionnelle où il y a plutôt les DGA et des grosses fonctions support, jusqu'au manager de proximité, puisque c'est lui qui va devoir organiser la présence qui sur le terrain, qui en télétravail au titre du PCA, qui en télétravail un peu plus, entre guillemets, mode dégradé pour ceux qui continuent à travailler mais qui ne sont pas mobilisés au front, et qui est dans l'incapacité de travailler pour
pour diverses raisons. Et la préparation de l'après, c'est il y a un deux enjeu. questions qui me viennent immédiatement, cher Aude. Alors celle qui, effectivement, comment gérer les inégalités de traitement et de perception entre les agents. Effectivement, vous l'avez dit, entre ceux qui sont en ASA peuvent être considérés comme un peu out par certains, d'autres qui sont très impliqués. Alors ça, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais peut-être ce qui est intéressant au regard de ce que vous venez de dire sur l'évolution du PCA, c'est, pensez-vous, c'est-à-dire que le PCA a été modifié pour l'adapter pour la durée de cette crise, mais pensez-vous aller au-delà et opérer des changements plus structurels au sein de vos activités? Alors moi, je pense effectivement que le PCA doit être un matériau un peu vivant. Et c'est le problème, comme disait Michel, des tableaux, hein. Forcément, à un moment donné, on est obligé de remplir des tableaux parce que c'est la seule chose de très matériel. Et quand il y a des enjeux RH derrière, on parlait de primes, on parlait d'imposition des congés, bah forcément, il faut dire qui est dedans et qui est pas dedans. Mais pour autant, la réalité, elle est infiniment plus complexe que cela, avec des agents aussi qui veulent travailler. Je prends un autre exemple, c'est celui de la réserve des volontaires. J'imagine qu'à la Mine de Paris, vous en avez aussi une. Des agents qui ne sont pas, même certains en ASA d'ailleurs, hein, qui disent moi je veux bien travailler par contre 2 demi-journées, y compris sur le terrain, soit dans les services du département par exemple, ou même dans les services partenaires du département, par exemple des maisons d'enfants placés, des EHPAD, etc. Donc cette volonté de garder le lien au travail, parce que c'est un lien social, que c'est une assurance aussi, c'est quelque chose qui rassure, c'est absolument fondamental. Et donc là, de fait, cette multiplicité des statuts, on peut peut-être du coup passer sur la slide d'après, Julien, parce que j'en parlais aussi, c'est que finalement, ah oui, donc vous voulez poser votre Alors, question? slide d'après. Alors, posons la question dès maintenant. Posons la Bon, question dès maintenant et nous reprenons tout après. j'avais pas compris. Nous faisons réagir, mais c'est intéressant. Nous allons voir un petit peu, nous prendre le pouls. Dites-nous si vous, de votre côté, vous avez adapté, évolué, vous avez fait évoluer votre PCA pour l'adapter à cette crise. Je vous laisse quelques secondes pour répondre et nous irons commenter les résultats dans quelques instants. Allez-y, cher Aude, je vous en prie. Oui, donc effectivement, hein, donc du coup, peut-être rappeler que la commande entre guillemets du gouvernement, ça a été très rapidement de mettre nos agents en télétravail autant que faire se peut. C'est-à-dire très concrètement que le télétravail, enfin si on peut appeler ça du télétravail, mais j'y reviendrai, c'est devenu d'un coup d'une exception, voire même quelque chose qui n'existait pas. Nous, on avait à peu près 10% d'agents qui télétravaillent au département du Nord, est devenu une forme de norme. Donc c'est juste celle d'avant, voilà. Donc la norme quand c'est possible, et ensuite quand c'est pas possible, on avait donc l'arrêt maladie notamment, on le rappelle, hein, ceux qui sont revenus des zones potentiellement infectées, et aussi cette fameuse ASA pour la garde d'enfants, on en a déjà parlé rapidement, et ASA aussi pour les fameux sujets qui présentent des comorbidités, donc des fragilités. Là, j'aimerais quand même dire un mot là-dessus aussi rapidement, et ça explique aussi quand même, je pense, le contexte un peu psychologique dans lequel nous sommes. C'est la slide d'après. C'est finalement, on parle de télétravail. Le ministère lui-même, la DGAFP, parle de télétravail. En réalité, ce n'est pas du télétravail. Parce que le télétravail, ça obéit à un certain nombre de règles, de normes, et c'est préparé. L'agent, il est autorisé de plusieurs façons et il est équipé aussi de plusieurs façons. Là, très, très concrètement, l'agent, il s'est retrouvé, comme le manager d'ailleurs, propulsé là-dedans de façon obligatoire, alors que normalement, c'est une volonté de télétravailler qui est validée par son manager. Il y a un cadre RH qui est minimal avec un arrêté, ce qui implique aussi des questions d'assurance. On contrôle via la santé au travail que le logement est adapté. On vérifie la posture devant l'ordinateur. Enfin, il y a énormément de garde-fous qui sont mis en œuvre. On a aussi ce fait, vous savez, réglementairement, c'est maximum 3 jours par semaine. Là, on est passé d'un coup d'un seul dans 5 jours par semaine, donc on fait du télétravail en continu. Tout ça, c'est donc on a potentiellement plus aucun lien avec nos équipes. Et cette période, il faut bien le dire, elle est à la fois asynchrone, hyper connectée, l'infobésité qui nous entoure et le matériel qu'on a de disponible. Là, très clairement, ceux qui étaient déjà télétravailleurs, ils ont la chance d'avoir un PC et un VPN. On a dû équiper en urgence ceux qui étaient au-dessus du PCA critique. Donc là aussi, des gens, imaginez-vous, du jour au lendemain, on est confiné et les gens n'ont pas leur ordi, quoi. Donc on a dû organiser des livraisons, soit sur des sites départementaux en distance, parce que nous, on a 75% de nos agents qui ne sont pas au siège, mais qui sont sur les territoires.
ou des agents qui sont venus avec la crainte quand même au ventre, hein, récupérer au siège central leur PC avec les équipes de la DSI masquées, etc. Voilà, donc c'est quand même très très particulier. Donc là, je tiens à le dire aussi pour vraiment déculpabiliser tout le monde. Non, ce n'est pas du télétravail. Il ne faut pas que ça fasse peur aussi et que ça grève notre volonté de développer le télétravail de façon plus générale. C'est un travail en site distant dans une situation totalement exceptionnelle et qui demande une capacité d'adaptation. Et donc, je pense que c'est là aussi que la différence entre les personnels, entre ceux qui viennent un peu la paire au ventre, mais vraiment, par contre, le service public chevillé au corps sur le terrain et qui doivent être protégés sanitairement, entre guillemets, ceux qui sont des télétravailleurs occasionnels et qui, en fait, en règle générale, sont plutôt en retrait du PCA, donc ils continuent à travailler en lien avec leur manager, et on y reviendra, mais à leur rythme, pour aussi adapter leur vie pro, leur vie perso. Et ceux qui pilotent le PCA, je pense notamment à une grande partie de ma DSI qui est aujourd'hui en télétravail, mais qui pour autant agit pour de vrai, quoi. C'est pas des actions virtuelles pour mettre en œuvre, pour sécuriser le réseau départemental, pour organiser les livraisons, pour faire que le VPN tienne la route, etc., etc. Ou la DRH, qui en lien avec la DSI et la direction des finances, fait en sorte que les agents soient payés, ainsi que les élus, les vacataires, etc., etc. Donc il y a des statuts qui sont très diversifiés et par moment il y a des possibilités de décrochage psychologique qui peuvent advenir. Et là on peut passer à la slide suivante si vous. Alors, juste avant de poursuivre, nous allons simplement donner les résultats de notre petit sondage. Vous êtes 77% à avoir fait évoluer votre PCA. Alors, simplement très rapidement, hein, mais Michel et puis Aude ensuite, qu'est-ce que vous inspire ces chiffres? Cela vous semble-t-il une action logique dans une crise de cette durée, Michel? Oui, c'est tout à fait logique. Comme l'a dit Aude, on ne sait pas ce que c'est que cette crise et quand on a été mis en confinement, il a fallu agir vite. Voilà, et on s'adapte au fur et à mesure, comme le gouvernement s'adapte aussi dans les différentes mesures qui sont prises, et on fait en sorte d'adapter évidemment le travail de nos agents. Aude, de votre côté, oui. Oui, je pense que ces chiffres sont tout à fait rassurants. J'ai presque envie de dire que je m'attendais presque à que ce soit plus que 75%, parce que pour en avoir échangé quand même avec pas mal de collègues, c'est vrai que déjà beaucoup de collectivités avaient un PCA plutôt minimal suite à H5N1. Et là, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même dans un contexte totalement nouveau. Donc, c'est une bonne nouvelle que tous nos collègues. Et après, la question, c'est comment on va faire aussi un retour d'expérience sur tout ça pour que justement on soit prêt, en tout cas la fois prochaine, et qu'on parte plus rapidement encore qu'on a pu le faire cette fois-là. Je voudrais dire que le PCA, il évolue dans les deux sens, hein, parce que pour ma direction, il a évolué en augmentation, mais pour d'autres directions, je sais que la direction des affaires juridiques ou la DRH, justement, ils sont tous à domicile, alors qu'au départ, ils ne l'étaient pas. Donc le PCA a évolué dans le sens de la diminution, dans ce cas-là. Mmh. Poursuivons, chère Aude, sur les missions qui ne sont pas du télétravail. Ouais, donc la slide d'après, hein, très rapidement, mais pour dire que je pense que ce qu'il faut aussi que le manager conscientise, c'est ça juste d'après encore, Julien? Oui, c'est-ci, hein. Merci. Merci, oui. Donc, ce que le manager doit vraiment conscientiser, c'est que cette crise du Covid-19, on parle souvent du monde VUCA en anglais ou VICA, c'est vraiment un épisode VICA par excellence et donc une grande source de risque psychosocial pour nos agents. Et c'est en ça que tout manager, qu'il ait des agents qui soient au titre du PCA ou totalement hors PCA, parce que ça existe, hein, il doit quand même continuer à jouer son rôle. Et donc, il n'est pas possible qu'un manager, entre guillemets, disparaisse un petit peu du périmètre, voilà, même s'il n'est pas, je dirais, dans le feu de l'action. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, très volatile, hein, donc on a la vie normale, on l'a dit tout à l'heure, elle s'est arrêtée d'un coup, boum. Incertain, parce qu'on ne sait aujourd'hui pas exactement, alors on sait maintenant, quand je l'avais écrit, on ne connaissait pas encore le 13 mai, mais
Pour autant, on ne sait pas dans quelle mesure ça va reprendre vraiment, puisqu'on parle de déconfinement progressif. La complexité, parce qu'on se rend compte que chaque jour, on apprend des nouveautés sur ce virus et ses conséquences. Et on est quand même encore vraiment à l'aveugle là-dessus. Et ambigu, parce qu'on doit gérer des paradoxes, des injonctions paradoxales constamment. Préserver notre santé versus préserver notre économie. Faire télétravailler, mais sans parfois les moyens. Il y a des personnes qui télétravaillent avec leur ordinateur personnel, par exemple. Travailler et garder ses enfants en même temps. On se souvient du fameux présentateur de BBC qui a eu ses enfants qui ont couru derrière lui. Cette image est devenue virale assez rapidement et c'était tout au début du confinement. Et aussi, gérer le fait de prioriser les missions qui sont critiques et cette volonté, et c'est plutôt heureux, et donc il ne faut pas la casser, de la majorité des agents, de garder ce lien et de se sentir vraiment utile dans la période. Je pense que ce sentiment vraiment d'utilité sociale et donc de forcément aussi de reconnaissance et d'attention du manager, il est absolument prégnant. Et donc j'ai fait un petit jeu de mots avec la PLS, position latérale de sécurité. Vraiment, c'est le manager, il doit intervenir très rapidement vis-à-vis de ses agents et faire de la pédagogie sur tout ce qui se passe et simplifier autant que faire se peut les procédures qui peuvent l'être dans cette période-là et après capitaliser encore mieux, c'est encore mieux si on peut capitaliser après sur toutes ces simplifications. Il doit veiller à garder du lien à la fois individuel avec chaque agent mais aussi de la solidarité d'équipe. Et enfin, comme toujours, j'ai envie de dire, mais donner ce sens, cette vision et apporter la reconnaissance qui est je dirais, un carburant absolument essentiel, à la fois à titre collectif et à titre individuel. Donc, ce rôle du manager, on l'aura compris, il est encore plus central. Mais je vous laisse poser la question, parce que justement, moi, j'aimerais bien savoir aussi, est-ce que les managers autour de la table ont du coup intensifié leur pratique ou vis-à-vis de leurs collègues ou non? Absolument, absolument. Le télétravail télétravail plein, 5 jours par semaine, éloigne nécessairement physiquement, pas nécessairement dans l'activité. Du coup, faites-vous plus de briefs avec vos collaborateurs, vos collègues. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Le temps pour moi de vous poser une question, chère Aude, sur le télétravail. Ne va-t-il pas se développer je dirais pour l'après, pensons déjà à l'après, plus massivement dans la fonction publique et quel est votre regard, vous, là-dessus? Alors, vraiment, je le pense et je l'espère. Alors, je le pense parce que aujourd'hui, c'est vrai que même si au départ, c'était assez difficile et assez disruptif pour bon nombre de collègues, pour maintenant, avec un mois de recul, les gens ont réussi à faire la part des choses justement entre ce qui serait potentiellement un vrai télétravail, comme j'expliquais avant, avec une norme de cet exercice un petit peu ambigu parce qu'il est à la fois subi et subi, c'est-à-dire subi dans le sens où il est arrivé d'un coup d'un seul et on subit plein de contraintes. Et je sens vraiment un allant, puisque c'est une découverte pour beaucoup de gens de se dire ah bah finalement, beaucoup de gens me disent waouh, j'ai plus à être dans les bouchons le matin et le soir quoi. Et donc ça peut être une demi-heure, une heure matin et soir, donc c'est du temps, c'est énorme en réalité et ça génère beaucoup de stress. Le fait aussi de pouvoir se poser, d'être davantage en réflexion et de ne pas être dérangé qui par le téléphone, par un collègue qui rentre, même si c'est sympa d'avoir des collègues qui viennent boire le café évidemment, mais voilà, il y a ce temps un peu suspendu qui permettent de faire des choses différemment et les gens commencent à l'apprécier. Alors, ils ne l'appréciaient pas trop au démarrage, mais au bout d'un mois, quand je vous dis qu'il y a une forme de sérénité qui s'est installée, voilà, on commence à retrouver une forme d'équilibre et d'écologie personnelle. Et je l'espère parce qu'on se rend compte, à la faveur de cette transformation digitale un petit peu accélérée et imposée, que les outils numériques, quand ils sont bien utilisés, ils sont porteurs de beaucoup d'efficience finalement parce qu'on peut faire des briefs beaucoup plus rapides et plus fréquents, qu'on peut mobiliser aussi plus facilement plus de monde et qu'on arrive même à générer de l'interactivité. Mais même si bien évidemment, il y a aussi des points négatifs au tout numérique, voilà, on pourra y revenir, mais voilà, donc je pense qu'en tout cas, on réalise grâce à ça une transformation digitale que de toute façon les collectivités avaient amorcée. On a vraiment mis un pied dans la porte, si vous me passez l'expression. Alors, vous êtes 72% à faire plus de briefs, de contacts avec vos collaborateurs, vos collègues. Qu'est-ce que ça vous inspire, chère Aude?
Alors là aussi, une très bonne nouvelle, puisqu'une grande majorité donc, ont bien compris que les collaborateurs avaient besoin de ces temps d'échange et que les objectifs, on parle souvent des entretiens annuels et on dit c'est pas une fois par an qu'on fait les objectifs, c'est pas non plus 2 fois par an, c'est très régulièrement. Et là, dans une période faite de tellement d'incertitudes, mais aussi où les objectifs explosent finalement et les activités, il y a des activités qui disparaissent, comme disait Michel, mais il y a aussi des nouvelles activités qui sont liées à la crise proprement. Et donc celles-là, il faut les adresser. Et donc ce commandement un petit peu resserré, même s'il dépend forcément des agents et de leur mission, il est absolument nécessaire. Donc par contre, maintenant, du coup, le challenge est pour moi de convaincre les quasi 30% d'autres managers qui n'ont répondu par la négative et qui, pour l'instant, en tout cas, ne font pas encore de brief supplémentaires. Peut-être que du coup, pour préparer l'après, parce que maintenant, on est au milieu du gué, hein, on a encore un mois devant nous et il y a plein de belles choses qu'on peut encore réaliser avec nos équipes. Alors, poursuivons et j'indique dès à présent, puisque moi, oui, Michel, je vous en prie. je serais plus nuancé en fait par rapport à. Oui, je constate qu'on fait beaucoup de briefs et que au téléphone ou par mail, on a des contacts et on va à l'essentiel. Et et rapidement, on fait passer les informations et puis ça part, etc. Néanmoins, on ne peut pas nier quand même qu'il y a une certaine solitude qui s'instaure, y compris alors les gens qui sont donc chez eux ou les managers qui sont seuls à décider. Alors, toutes ces périodes, vous voyez, autour du café ou au sein d'un bureau où on parle de tout et de n'importe quoi et en même temps on prend le pouls de l'ambiance. Surtout que moi, je suis dans une direction en plus qui a cette culture de changement parce qu'on avance vers la police municipale. Et donc, il y a des réformes qui étaient en cours et qu'on accélère en fait grâce à cette période de confinement parce que comme il y a moins de monde, pour donner un exemple, j'avais 2 salles de commandement, l'une pour les ASP, l'autre pour les ISVP, les inspecteurs de sécurité ou les agents de sécurité de la ville de Paris. Je fais maintenant plus qu'une salle de commandement et c'était prévu dans le cadre de cette future police municipale de faire plus qu'une salle. Et donc, c'est une aubaine. On les a mis tous dans une même salle. Mais voilà, j'y vais aussi avec précaution. Je veux pas choquer, heurter. Et donc, tout ce ressenti d'ambiance, par exemple, il est plus difficile à capter. Et voilà, donc ça nous oblige vraiment à parler quand même lors de ces briefs et à prendre le temps quand même d'échanger. Voilà. Alors tout à fait, Michel amène même de l'eau à mon moulin, j'ai envie de dire, parce que il y a bien deux choses, hein, Michel. Il y a les briefs très opérationnels où là ça va vite et il faut que ça déroule derrière, il faut que ça délivre. Et il y a aussi tout l'aspect finalement de convivialité, de rituel qui a presque disparu avec des agents qui sont derrière leur écran au mieux, voire même avec pas d'écran du tout, puisqu'on a quand même la majorité d'agents qui sont chez eux et qui soit travaillent avec le téléphone, soit travaillent pas du tout. On parlait de nos agents en ASA. Et donc, c'est en ça que le rôle du manager, justement, il est encore plus central pour maintenir ce lien et recréer cette convivialité à distance, puisqu'on le disait tout à l'heure, la proximité, elle n'est pas que physique. Voilà. Elle peut aussi s'organiser différemment. Et quelque part, la crise a vraiment un effet loupe sur à la fois les éléments positifs de notre organisation et des éléments plus négatifs, à la fois sur les individus et sur les collectifs. Et donc, moi, je suis persuadée que certaines bonnes habitudes doivent vraiment être conservées et que le leadership du manager est d'autant plus important par ces temps-là. Et je donnerai des exemples aussi justement tout à l'heure, même si je ne les détaillerai pas, mais j'ai voulu les mettre dans le PowerPoint pour que ça puisse vous servir les uns et les autres éventuellement d'inspiration sur ce que nous, on fait au département de Lyon pour garder le lien justement avec les uns et les autres. Mais je dirais, là aussi, j'ai fait un petit jeu de mots, mais que finalement, ce confinement plus cette distance, ça doit nous amener justement à être davantage dans de la confiance. Et que l'idée, c'est pas d'être dans l'hyper-contrôle. Très souvent, même dans le télétravail classique, occasionnel, ce qui angoissait les managers, c'est « mais mon agent n'est pas au bureau, comment je vais savoir s'il travaille ou pas ?» Je veux dire, là, c'est encore plus vrai dans l'époque à laquelle on vit, mais finalement, je dirais, on s'en fiche encore davantage parce que l'enjeu, il n'est pas là. Il y a ceux qui sont sur le pont, donc eux, on les brief, etc. Et il y a tous ceux qu'on doit garder à bord finalement de ce bateau. Et pour ça, il faut avoir aussi beaucoup plus, j'ai mis le management en 3 E, c'est-à-dire une écoute des émotions. Évidemment, il faut prendre un petit peu de temps, je suis d'accord, on ne l'a pas toujours, mais il faut néanmoins s'y astreindre en tant que manager, comme on le fait dans la vraie vie, à écouter ses émotions, à se mettre en empathie, parce que les contraintes
personnelle, notamment vie pro, vie perso. On a tous des proches qui ont été malades, des proches qui potentiellement sont même décédés. Donc, il y a une nécessité d'empathie pour nos agents qui vivent dans des petits appartements surpeuplés, par exemple, et qui doivent télétravailler. Il y a de multiples raisons de développer notre capacité d'empathie. Et je crois moi aussi beaucoup, déjà d'habitude, mais là c'est encore plus vrai, à ce qu'on appelle l'encapacitation des équipes, ou en empowerment en anglais, c'est-à-dire qu'on se rend compte que chacun a souvent la solution. Et que dans une période de crise comme ça aussi intense, on ne peut pas être non plus omnipotent et omniscient. Et même si une partie du commandement doit être resserrée, ça je suis tout à fait d'accord avec Michel, il y a aussi toute une partie des choses qui peuvent être l'occasion justement de laisser les équipes innover sur le comment. À partir du moment où finalement le pourquoi et le quoi est clair, le comment, il gagne aussi à être davantage partagé, et donc dans la confiance, dans le lâcher-prise et dans la co-construction. Je reviendrai sur l'importance des rituels, mais moi je pense vraiment qu'on peut utiliser le digital, mais à bon escient, bien évidemment, parce que l'idée c'est pas de faire n'importe quoi. La visio c'est réservé plutôt à des points en bilate et c'est pas forcément tout le temps. Il ne faut pas que ce soit intrusif. C'est aussi bien pour les équipes, pour s'assurer des signaux faibles, de voir un peu le moral des troupes. C'est bien aussi d'avoir une messagerie instantanée à côté, par exemple, pour pouvoir poster des infos, prendre des nouvelles, sans être là non plus trop intrusif. C'est-à-dire que la messagerie instantanée, la personne peut la consulter quand elle le souhaite, comme un SMS, sauf que la messagerie, c'est plus participatif. Et enfin, moi, je pense vraiment qu'il faut limiter le mail au maximum. Le mail, c'est plutôt pour faire des récaps, des points d'infos très complets et éviter les vrais faux échanges par mail qui sont extrêmement anxiogènes. Tout ça m'amène à penser aussi que le mode projet qu'on essaye de faire à l'accoutumée est d'autant plus important, et notamment pour mobiliser ceux qui sont hors du PCA. C'est-à-dire des projets qui, soit on les sort des cartons parce que ces projets, on n'a jamais le temps de les faire, typiquement un guide du télétravail, on n'a jamais eu le temps de le faire vraiment de façon un peu sympa, là on se prend le temps de le faire. Des nouvelles idées aussi qui peuvent être issues de la crise. J'ai une slide tout à l'heure, donc je le dis là, mais nous, j'ai demandé à 15 agents issus de toutes mes directions de co-concevoir en webconf sur Outils Teams, pour ne pas le citer, un guide du travail à distance en situation exceptionnelle. Donc, ça répond à une utilité et c'est du partage de bonnes pratiques. Et je pense que là aussi, on a l'occasion unique de croiser les approches, de créer des rencontres entre des agents, de façon virtuelle certes, et donc de générer de la créativité, des rencontres qui se feraient quasiment jamais dans la vraie vie, où on est encore malheureusement trop en silo. Et c'est une façon pour nous vraiment de détecter les potentiels, à la fois managériaux, mais aussi potentiels d'agents. Alors, poursuivons. Je le dis dès à présent, nous allons prolonger jusqu'à midi et quart, prolonger un petit peu notre temps de conférence. Passons rapidement sur certaines choses. Je le rappelle également que le PowerPoint vous sera envoyé à nos participants. Donc, vous retrouverez aussi ces éléments, ceux notamment que nous n'aurons pas eu le temps de nécessairement détailler. Donc là, j'ai plusieurs, on va passer très très vite, les slides, vous les regarderez si ça vous intéresse. On a mené une action du coup qu'on a appelée confiné, pas isolé dès le démarrage du confinement, où l'idée c'est de garder le lien avec tout le monde. Donc là, première slide par exemple, c'est les contenus intranet, l'ensemble des composantes de ma DGA, la DSI, la DRH, le Fab Lab Innovation, la mission management, finalement poste des contenus réguliers tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines selon, pour donner un peu je dirais, du grain à moudre pour l'ensemble de nos agents, ceux qui sont mobilisés ou ceux qui ne le sont pas. La slide d'après, donc j'en parlais, c'est notre fameux guide du télétravail, donc on la passe voilà très très rapidement. Celle d'après, donc alors on parlait des managers, donc là on avait une opération qui était prévue en présentiel justement aussi de façon expérimentale. Donc on s'est dit, alors au départage, on s'est dit on n'arrivera pas à la faire. Et après, quand on a vu que tout le monde a embarqué dans les outils, notamment de visio, on s'est dit, tiens, chiche, testons-le. Et donc là, on lance ça plaira à Michel, des cafés virtuels du management, parce que justement, le café, ça manque. Le management de la machine à café aussi, ça manque. Et donc, on a le formateur qui va être vraiment dans un vrai café et qui va interagir avec un petit groupe de 15 managers sur des thématiques qui auront été choisies par sondage par les managers. Donc, typiquement, il y a comment décider bien et partager la décision, comment communiquer notamment dans un contexte difficile et comment booster un peu mon temps de travail collectif justement avec des exercices de facilitation par exemple. C'est aussi l'occasion sur la slide d'après d'enfoncer les clous sur le e-learning, parce que là aussi parfois on avance un petit peu qu'à un cas dans les collectivités. Donc là on a plein de plateformes qui se sont mis en mode gratuit et donc on en profite aussi pour former, notamment on a des obligations réglementaires sur, je prends juste ça comme exemple, les violences sexuelles et sexistes, l'égalité pro. Voilà, on se dit au moins c'est l'occasion pour ceux qui sont un peu plus en stand-by de se former via un MOOC.
Et la dernière slide également, ça c'est un petit clin d'œil, mais sur les rituels de convivialité justement, moi dans le cadre de ma cellule donc de PCA de crise que je réunis tous les matins, tous les soirs, on fait un brief et un débrief. Donc le brief, c'est en gros, on regarde les principaux indicateurs, quelles sont les actions du jour, on prend des arbitrages, on dit le qui fait quoi, et le soir à 17h, on refait un point, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et on adapte en mode amélioration continue pour le lendemain. Et régulièrement, parce que c'est quand même du coup très stressant, régulièrement, je leur propose des petits formats que je fais varier pour justement faire aussi autrement que du boulot en mode tunnel. Et donc, tous les 15 jours, on fait de la méditation pleine conscience, par exemple. On fait 2 fois par semaine de l'éveil musculaire, hein, juste avant, on le fait à 8h45 et la cellule de brief, elle est plutôt à 9h30. Donc, alors c'est pas obligatoire, hein. Ça on les fait sur un Teams à côté du Teams PCA, mais globalement quasiment tout le monde y va, donc c'est vraiment super et c'est fait par des agents. En fait, des agents, en l'occurrence là, la méditation et l'éveil, c'est 2 agents de la DSI qui ont des talents et qui le font en présentiel d'habitude et donc qui le font en mode distanciel. Ça peut être aussi on a fait un petit apéro virtuel en fin de semaine histoire de vraiment décompresser, des petits jeux et des exercices de facilitation sur l'humeur par exemple. Voilà, en un mot, comment vous sentez-vous aujourd'hui et des petites choses. Donc l'idéal, c'est vraiment de varier les choses pour que ça puisse plaire à tout le monde. Au démarrage, les gens sont un peu frileux et après, très très vite, tout le monde se prend au jeu. Voilà, ça, c'est des petites idées qui permettent aussi de révéler les talents des collaborateurs d'ailleurs. Je prends quelques questions qui nous ramènent un petit peu en arrière dans nos propos, mais sur le statut des agents à distance, on l'a dit, un télétravail, vous l'avez rappelé Aude, hein, ce sont des dispositifs légaux. Initialement, c'est des choses qui sont prévues. Là, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Y a-t-il une action sur les contrats, les profils de poste à mettre en place? Et puis, double question, quelle est la gestion des congés d'un point de vue légal sur une crise comme cela dans la durée? Alors sur la première question, alors là je pense que c'est assez différent selon la collectivité et la taille aussi de la collectivité. Nous le parti qui a été pris, c'est bon. Alors, on avait, comme je disais, des télétravailleurs occasionnels à peu près 750 personnes sur 8500 agents. Donc eux finalement, ils ont pu, c'était simple, hein, c'était le truc le plus souple possible. Et puis on a tous ceux qui avaient un ordinateur portable mais qui n'étaient pas télétravailleurs occasionnels. Et cela, ça a été aussi assez facile de pousser le VPN. On a débloqué par exemple 6000 licences pour 3 mois en mode test de Teams. Ça s'est fait relativement facilement. Et donc, on a évidemment équipé et actionné en premier les agents qui étaient dans le PCA critique, puis le PCA prioritaire, et entre guillemets, hein, les fameuses trois patates que j'avais au démarrage. Et là, maintenant, de plus en plus, on commence à ouvrir aussi le télétravail en fonction des envies, des besoins, à partir du moment où il y a un accord qui se fait du coup de façon très souple par mail entre un agent et un manager. Donc aujourd'hui, on ne formalise pas, parce qu'aussi une grande partie de la DRH, clairement, je dirais, elle est pas mobilisée dans le PCA pour ce faire. On ne formalise pas effectivement cette activité. Donc c'est quelque chose de très souple et donc ça nous demande d'être finalement très très agile. Et je suis bien d'accord de tordre un petit peu le droit quelque part, quoi. Mais bon, à situation exceptionnelle, j'ai envie de dire, voilà, action exceptionnelle. Et Oui, donc la deuxième question, en oui, je mode vous en prie. dégradé, il y a En mode des aspects dégradé. positifs. Et en mode simplification aussi finalement. Et on voit que ça fonctionne. Grâce à la confiance, grâce à l'engagement de nos agents, il n'y a pas de gros bugs. C'est ça qui est la leçon à tirer, c'est que la simplification fonctionne dans la majorité des cas. Et ça, c'est une grosse leçon à tirer de la crise. Et donc la deuxième question, Julien, c'était sur. C'était sur la gestion des congés, absolument. Est-ce qu'il y a des difficultés comment gérez-vous cela? C'est vrai que il y a eu des dispositions valables, en tout cas dans le secteur privé, pour pouvoir imposer d'une certaine manière une prise de congé. Comment gérez-vous cela dans la durée? Sur une crise d'une semaine, la question ne se pose pas. Sur une question de plusieurs mois, elle se pose. Tout à fait. La question a commencé à se poser en réalité de façon de plus en plus prégnante à l'approche des
vacances d'avril. C'est-à-dire que finalement, au bout de 15 jours, parce qu'au démarrage, les optimistes disaient, bon, on va être confiné 15 jours, après on sera tiré d'affaire. Donc, mais au bout de 15 jours, voyant effectivement les vacances arriver, tout le monde a commencé à se poser des questions. Et donc, les managers ont commencé à être un petit peu harcelés de questions par les agents, notamment les agents qui avaient déjà posé des congés au mois d'avril, des congés validés ou pas encore validés par le manager, pour savoir, bah, tiens, qu'est-ce que Ah, Michel, je vais vous faire réagir sur cette même question des congés. Comment l'abordez-vous chez vous? oui, ben, on s'est posé la question. Il y a eu des débats au sein de la municipalité de savoir s'il fallait imposer une semaine de congé pour les vacances de Pâques ou pas, et quid de ceux qui avaient déjà posé leur congé, s'ils pouvaient les annuler. Il a été pris la décision d'autoriser à annuler les congés, mais tout ça, ce sont des décisions politiques qui sont prises au-delà même de la DRH. Et il a été pris la décision aussi de ne pas imposer les congés. Là, je parle des vacances de Pâques. Voilà. Donc, on va voir pour le reste, évidemment, comment Mhm. ça va se passer. Je vais poursuivre avec vous puisque nous sommes nous aussi en mode exceptionnel. Nous ne sommes pas en studio, alors nous sommes soumis à quelques considérations techniques à distance avec Aude que nous retrouverons peut-être. Euh, En tout cas, pour reprendre les idées de Aude sur la gestion managériale, il y a nécessairement une disposition spécifique pour le manager, un comportement tout particulier à avoir et du coup voilà un petit mémo de kit de survie du manager en situation exceptionnelle qui doit être capable d'entraîner ces équipes, ceux qui sont complètement volontaires, mais ceux aussi qui ont besoin d'être raccrochés. Alors je vous fais réagir d'abord Michel et puis Aude ensuite que nous venons de récupérer avec plaisir. je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà. Bah, on en a parlé, donc effectivement, garder le contact, joindre ses collaborateurs individuellement, effectivement. Maintenir le collectif, j'ai parlé aussi de réunions audio qui avaient lieu à certaines échéances. Maintenir une bonne humeur. Je le vois ici puisque avec certains de mes collaborateurs, on vient un jour sur deux, du coup on se retrouve un jour sur deux et du coup on mange ensemble. Enfin, dans la grande salle, on a une grande salle où on peut tenir les distances, chacun avec sa salade et on maintient une certaine bonne humeur avec les chocolats de Pâques également. Actionner l'empathie, oui, c'est ça, mais l'empathie aussi dans le sens tristesse, quand on a ou inquiétude des personnes qui sont des collaborateurs qui sont hospitalisés. Tirer des enseignements, oui, c'est encore un peu tôt pour nous, mais oui, on y pense évidemment. Les choses changent et il faut en tirer des conclusions. Penser autrement, réinventer son organisation, bien sûr, valoriser les résultats. Là, je disais que nous, on avance à grands pas grâce au confinement pour cette Tout à salle de fait. commandement qui est maintenant unique. Et c'est une très bonne chose. On profite et les agents adhèrent. Oui, donc Aude, sur ce Oui, kit continue. du survie du manager, cette posture toute particulière du Oui, manager avant de conclure sur les enjeux de la reprise d'activité. oui, donc effectivement, bah, donc je pense que sans moi, vous avez très bien pu le faire, donc je vais pas paraphraser ce qui vient d'être dit. Alors d'autant que j'étais en plein en train de parler des congés, donc je ne sais pas qui a saboté ma connexion. Mais comme je le disais, c'est un sujet brûlant, les congés, qui a été néanmoins un peu clarifié. Donc, ça va faire descendre la pression sur les employeurs territoriaux notamment, puisqu'un certain nombre de collectivités commençaient à dire, ben, on souhaite imposer des jours de congé aux agents aussi pour préparer cette reprise et un exercice de solidarité entre les agents qui sont finalement un peu sur le feu et ceux qui sont un peu plus en retrait. Donc, fatalement, ça a été assez diversement apprécié, parfois plus ou moins compris. Et donc, il y a eu un petit remous social quand même par rapport à cette question des congés, même si la majorité, franchement, l'ont très bien compris. Et donc là, avec la fameuse ordonnance dont je parlais tout à l'heure, finalement, même si en vertu du principe de libre administration des collectivités, on sait, bah là, on a en tout cas une base juridique pour se faire. Et après, ça va se jouer dans le cadre du dialogue social, finalement, de chaque employeur territorial, notamment.
Voilà, donc Les enjeux de la reprise, très, très importants. Projetons-nous déjà sur l'après, avec un regard optimiste, puisqu'il y aura un après. Sera-t-il le même? Sera-t-il différent? tout à fait. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses, hein. On parlait de l'effet loop de la crise tout à l'heure, des choses qui ressortent, des choses positives et des choses aussi qui peuvent être des points de vigilance. Et là aussi, je dirais que ce management de la crise doit justement pas générer une crise du management. Et on sent qu'il y a quand même quelques managers qui se sont retrouvés en difficulté, mais très souvent, c'est ceux qui étaient déjà un petit peu en difficulté auparavant. Et donc, on parlait de la prime tout à l'heure. Cette question d'une reconnaissance vraiment finalement matérielle, hein, qui est pour autant, je suis tout à fait d'accord avec Michel, les agents n'attendent pas ça pour faire leur travail, c'est évident. Mais pour autant, une fois qu'on le matérialise, hein, c'est comme le débat sur, par exemple, le fameux complément indemnitaire annuel, hein, le CIA, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. À partir du moment où on matérialise les choses, forcément, ça met en lumière et ça distingue. Voilà, ça distingue. Et dans ces cas-là, ça met le management ou le non-management finalement vraiment en première ligne. Et donc ça, il va falloir aussi le gérer par rapport aux fameuses listes, aux fameux tableaux dont on parlait. Il y a des secteurs où c'est très facile de faire finalement ces listes PCA in et out. Et il y a des domaines où c'est beaucoup plus compliqué, notamment parce qu'il y a des agents qui sont en télétravail, qui réalisent un vrai travail de back-office qui est utile aux actions front office, qu'elles soient front office télétravail ou front office vraiment sur le terrain. Et on le disait tout à l'heure, hein, cette crise, elle a été révélateur aussi d'une forme de difficulté par moment de gestion des outils numériques, y compris des managers. Alors ça peut être aussi tous les outils, même de gestion des temps, hein, ou les outils plus, comme on disait, des tableaux Excel. On voit, voilà, c'est des choses des fois même de bureautique. On voit qu'il y a quand même des contextes assez différents selon les directions, selon les agents, etc. Et donc là, on le savait, hein, mais quand on parle de transformation digitale, c'est vrai que on l'accélère, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'il n'y ait pas de fracture digitale et pour emmener l'ensemble de nos agents dans ce mouvement-là. Moi, je crois vraiment qu'il faut faire de toutes ces contraintes une véritable opportunité et que le déconfinement progressif, il doit se piloter. Michel en parlait, il doit se piloter. Finalement, c'est ce PRA, il doit se piloter de la même façon qu'on a piloté le PCA. C'est-à-dire, ça va être un exercice de chef d'orchestre. Et c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Et ça va nous permettre aussi de mettre à jour dès maintenant, grâce au RETEX, nos instruments de gestion de crise pour justement être prêt pour la prochaine fois et d'en tirer les enseignements. Et le grand risque, on a un mois là pour préparer quelque chose, c'est prévenir cette administration à plusieurs vitesses. Le fait que finalement, à un moment donné, on ait des agents qui, entre guillemets, passez mon expression, mais restent sur le carreau parce que psychologiquement, physiquement, ils ont été extrêmement éprouvés par cette période, à titre personnel, à titre professionnel. Ils se sont sentis peut-être délaissés par leur manager, incompris. Donc, il va falloir redoubler de communication, redonner du sens pour retrouver un rythme qui soit acceptable et vivable pour tout le monde, entre ceux qui sont épuisés parce qu'ils ont été au PCA et ceux qui auront une impression peut-être de démobilisation, et créer des projets fédérateurs pour préparer et conduire l'après avec l'ensemble des équipes. Je pense que c'est vraiment le challenge du mois qui s'ouvre devant nous. C'est tout à fait intéressant sur la préparation de l'après. Et donc pour conclure sur le caractère fondamental, je crois, et là je vous ferai réagir également Michel en conclusion, sur le volet RETEX, c'est-à-dire la préparation de l'après se fait aussi dès à présent à travers les outils mis en place et les observations matérialisées avec une vraie méthodologie pour préparer aussi l'après. Oui, pour moi, j'ai encore un peu de mal parce on est toujours dans des missions nouvelles qu'on met en application et dans l'organisation. Oui, on prépare le PRA, mais quant à en tirer des conclusions, on a encore un peu des difficultés. C'est peut-être encore un peu tôt pour nous, mais il faudra le faire, c'est clair, hein. Tout à fait, hein, Michel. Je pense que c'est un peu le sens de la phrase que j'ai notée là, c'est que le manager, quel qu'il soit, il conjugue le présent et le futur dans le même temps, quoi. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué, c'est qu'on est encore complètement dans le guidon. Le PCA, il évolue comme une matière vivante de jour en jour, et on doit déjà se projeter vraiment dans cet après, avec quand même quelque part aussi une forme de pression sociétale sur un après qui doit être mieux qu'avant, une sorte de résurgence de choses positives, un monde plus solidaire, plus simple, plus inclusif, etc. Et donc, tout le monde a envie d'y participer. Et ça demande aussi du temps.
finalement, et de la concertation pour y arriver. Oui. Merci à tous deux. Bon, nous arrivons au terme de cette webconférence. Nous en prolonger un petit peu, mais avec grand bonheur, puisqu'on a beaucoup d'éléments très intéressants à mettre en avant. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, vous pouvez retrouver notre service VK-Ligne Expert notamment, et notre service de ressources documentaires et de veille réglementaire ressources humaines VK. Dites-nous si vous voulez plus d'informations sur ces services. Nous vous ferons un plaisir de vous contacter pour vous présenter ces ressources. N'oubliez pas par ailleurs ce que j'ai mentionné au début de cette conférence, pendant toute la durée de cette crise, nous mettons gratuitement nos contenus dédiés à la gestion de la crise sanitaire. Vous créez un compte sur vk.fr, l'accès est bien entendu tout à fait libre, et retrouvez toute l'actualité sur notre site. Dites-nous si vous voulez participer à la prochaine webconférence le 28 avril prochain, poursuite de notre grand cycle solidaire du service public. Nous tenterons de tirer les premiers enseignements de la gestion de l'urgence dans cette crise cette fois. Autre volet du management qui a fait surgir cette crise. Dites-nous donc si vous souhaitez participer, vous serez inscrit directement et vous recevrez un mail pour assister à cet événement. Merci donc infiniment à nos intervenants d'avoir répondu à notre invitation, s'être rendus disponibles à nos côtés pour leur regard d'experts. Donc merci Aude Fournier, merci Michel Felquet, merci infiniment, merci à l'ADRHGC, l'association DRH des grandes collectivités. Merci également à l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité, la NCTS. Merci à Laetitia Ligaud pour la réalisation à distance de cet événement. Merci à Hugues Périnel pour son concours décisif dans la préparation de cet événement. Merci également à nos fidèles partenaires sur l'ensemble de notre campagne solidaire de service public, la CASDEN, la SMAC et la MNT. Et merci bien entendu à tous pour votre attention. Bon courage une nouvelle fois, puisque la durée, c'était notre sujet du jour. Et nous sommes au milieu du gué, de la rappeler, et donc il faut tenir encore jusque-là. Donc le meilleur moral possible. Et puis, je me fais une nouvelle fois le nouveau porte-parole de toute l'équipe VK pour saluer l'engagement de tous les agents publics qui assurent la continuité des services essentiels et la protection des populations. Merci à tous et donc à très bientôt sur vk.fr. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.